Il était une fois, au cœur du continent noir, une ville qui ne dormait jamais vraiment. Une ville de poussière et d'or, de prière et de commerce. Tombouctou. Imaginez un instant. Nous sommes au XVIe siècle, à l'apogée de l'Empire Songhai. Le soleil se couche sur le fleuve Niger, transformant ses eaux boueuses en un miroir de fondu de cuivre. Dans les ruelles étroites, les marchands berbères, les savants arabes et les nobles noirs se croisent. L'air est lourd, chargé des senteurs du sel venu de Taoudni, de l'encens brûlé dans les mosquées, et de cette poussière fine qui colle à la peau. Mais Tombouctou, écoutez bien, n'était pas seulement une ville de commerce. C'était la ville des livres. On disait que l'or du Soudan était sans prix, mais que l'encre valait plus que le sang. Ici, les manuscrits s'échangeaient contre des sommes fabuleuses. Une famille n'était pas riche par le nombre de ses chameaux, mais par le nombre de livres dans sa bibliothèque. Théologie, astronomie, médecine, droit. Le savoir du monde dormait entre ces murs de Banco. C'est dans cette ville que vivait notre héros. Il s'appelait Kofi. Kofi n'était pas un roi. Il n'était pas un guerrier. Il était un humble copiste, un érudit silencieux qui passait ses journées dans la grande mosquée de Djingrebe. Ses mains étaient tachées d'encre noire et ses yeux fatigués par la lecture à la lueur des bougies. Kofi aimait le silence. Il aimait le bruit du calame sur le parchemin, ce grattement doux qui sonnait comme une musique pour lui. Il copiait des traités de mathématiques, recopiait des versets anciens, préservant la mémoire du monde. Mais ce soir-là, le vent du désert apportait autre chose que le sable. Il apportait une nouvelle, une rumeur qui courait sur les lèvres des caravaniers. Au nord, une tempête se préparait. Une armée. Des hommes venus du Maroc, lointains, lourdement armés, associés de conquête. 3 semaines plus tard, la nouvelle tombe comme un coup près. L'armée marocaine avait traversé le désert, un exploit jugé impossible. Ils étaient à Tondibi, à quelques lieues de Gao. La bataille faisait rage. À Tombouctou, c'était la panique. Les marchands pliaient boutique, les familles cachaient leurs biens. Mais dans la maison du cadi, le juge suprême, une réunion se tenait à voix basse. Kofi y assistait, humble au fond de la salle. Devant lui, les grands savants de la ville débattaient. Le cadi, un vieil homme à la barbe blanche comme le coton, parlait avec une lourdeur dans la voix. Ils ne viennent pas seulement pour l'or, disait-il. Ils viennent pour tout brûler. Ils savent que notre force est dans nos têtes. S'ils prennent la ville, ils détruiront la mosquée Sankoré et la bibliothèque. Un jeune guerrier s'écria, il faut fuir. Emporter les livres dans les montagnes. Un autre savant a répondu, il y a des milliers de manuscrits. Comment transporter des tonnes de papier fragile alors que les routes sont coupées? Le silence pesait lourd dans la salle. Kofi se leva alors. C'était rare pour lui de prendre la parole. Sa trembla voix un peu, mais son regard était dur comme la pierre. Nous ne pouvons pas tout sauver, dit-il, mais nous ne pouvons rien laisser. Si nous brûlons, le savoir brûlait. Si le savoir brûlait, l'Afrique oublie qui elle est. Il propose un plan audacieux. Un plan de fourmis. Pas une grande caravane visible, mais 100 petits groupes. Chacun prendrait une poignée de manuscrits et partirait dans la brousse, vers le sud, vers les falaises du pays d'Ogon. Le cadi le regarda longuement et dit, c'est une mission de mort, Kofi. Et Kofi de répondre, c'est une mission de vie. La nuit du départ, la lune était cachée. C'était une nuit sans bruit, une nuit propice aux voleurs et aux saints. Kofi avait chargé son vieil âne. Sur l'animal, pas d'or, pas de vivres pour plusieurs jours. Juste des caisses scellées. À l'intérieur, les manuscrits les plus précieux, les traités d'Ahmad Baba, les cartes astronomiques, l'histoire des rois du Mali. Ils étaient 50 à quitter la ville par la porte sud. Des femmes portaient des bébés sur le dos et des rouleaux de parchemin dans leurs sacs. Des enfants tenaient des tablettes de bois cachées sous leur tunique. Ils marchèrent toute la nuit. La brousse était sombre. On entendait le chant des grillons, le rugissement lointain d'un lion, et surtout, le bruit de leur propre cœur battant la chamade. Au levier du jour, la chaleur devenait écrasante. La soif commençait à les tirailler. Kofi marchait en tête, encourageant les plus faibles, l'eau est dans le prochain village. Tenez bon. Les livres sont lourds, mais le regret de les avoir perdus serait plus lourd. Le 3e jour, le drame survivant. Ils étaient au milieu d'une plaine d'herbe sèche. Au loin, un nuage de poussière s'élève. Des cavaliers. Des bandits touaregs.
La panique s'empara du groupe. Les cavaliers les encerclèrent, sabre au clair. Le chef s'approche de l'âne de Kofi et frappa la charge. Une caisse s'ouvre. Des parchemins s'envolèrent. Le bandit en attrapa un. Il ne savait pas lire. Pour lui, c'était du papier sans valeur. De l'encre? Vous risquez vos vies pour de l'encre? Kofi s'avança, serein. Ce papier vaut plus que ton cheval. C'est la mémoire de tes ancêtres. Si tu le détruis, tu détruis ton âme. Le chef Touareg, interloqué par tant de dignité, rangea son sabre. Partez, fou de lettres. Ils partent au galop, laissant le groupe sauf. Le voyage dura encore 10 jours. Ils traversèrent des rivières à sec, des forêts d'épineux. Certains tombèrent de fatigue, d'autres furent laissés en arrière, trop faibles pour continuer. Mais pas un seul manuscrit ne fut abandonné. Enfin, les falaises du pays d'Ogon sont apparues à l'horizon. Des murailles de pierre rouge s'élèvent vers le ciel, percées de grottes et de villages accrochés comme des nids d'oiseaux. C'était un dédale de pierre imprenable. Les Dogons, ces gardiens des traditions, les accueillent. Ils comprirent vite que ces réfugiés n'étaient pas des mendiants, mais des porteurs de trésors. Pendant que Tombouctou, au loin, tombait sous le joug des envahisseurs, que les palais étaient pillés et les mosquées profanées, Kofi et les siens creusaient des caches secrètes. Ils scellèrent les manuscrits dans des jarres en terre cuite, les enfouirent au fond de grottes obscures, là où l'humidité ne pourrait pas les atteindre, là où les insectes ne pourraient pas les ronger. Kofi s'assit un soir, au bord d'une falaise, regardant le soleil se coucher sur les plaines lointaines. Il savait que la ville de ses ancêtres était changée à jamais. La grandeur de Tombouctou s'effaçait. Les routes caravanières se feraient plus rares. Le temps des grands empereurs s'achevait. Mais en posant la main sur la paroi froide de la grotte, derrière laquelle dormaient des milliers de livres, il sourit. Les envahisseurs avaient pris les pierres. Ils avaient pris l'or. Ils avaient pris le pouvoir politique. Mais ils n'avaient pas pris l'essentiel. Le savoir était sauf. Ils dormaient, patients, attendant des jours meilleurs. Des siècles passèrent. Le vent du désert recouvrit les ruines des anciens palais. Les arbres poussèrent sur les restes des comptoirs. Les légendes devinrent des mythes, et les mythes s'effacèrent de la mémoire des hommes. Puis, un jour, des archéologues, des historiens, des hommes et des femmes de tous les continents vinrent fouiller le sable. Ils retrouvèrent les jarres. Ils retrouvèrent les caisses cachées par Kofi et ses semblables. Aujourd'hui, si vous allez à Tombouctou, vous verrez encore ces manuscrits. Des milliers d'entre eux, sauvés des flammes, sauvés de l'oubli. Ils sont là, dans des bibliothèques privées, conservés par les descendants de ceux qui ont osé défier les armées pour un bout de papier. Ils prouvent au monde que l'Afrique n'a pas seulement été une terre de chasseurs et de guerriers, mais une terre de penseurs, de mathématiciens, de médecins et de poètes. Tout cela, mes amis, grâce à des hommes comme Kofi. Des hommes qui ont compris une chose simple, mais puissante, un peuple qui oublie son histoire est un arbre sans racines. Il peut être grand, il peut être vert, mais au premier grand vent, il tombera. Mais un peuple qui préserve ses livres, même dans le secret, même dans la douleur, est un baobab. Ses racines plongent profondément dans la terre, et nulle tempête ne peut l'abattre. Ainsi va l'histoire du gardien des manuscrits. Et vous, qui écoutez ces mots, quel sera votre manuscrit? Quelle trace laisserez-vous dans le grand livre du temps? Kofi vivait désormais dans la pierre. Les jours s'écoulaient, lents, comme le miel qui coule d'une jarre. Le temps des grands débats dans les médersas était révolu. Ici, dans les grottes du pays d'Ogon, le silence était le maître. Kofi a passé ses journées à vérifier les caches. Il s'assure que l'air circule, que l'humidité ne mangeait pas le cuir des reliures. Ses mains, autrefois tachées d'encre fraîche, étaient maintenant grises de poussière de roche. Les enfants du village ensuite le voient, curieux de voir cet homme qui chérissait des feuilles sèches. Il leur racontait des histoires, non pas celles des guerriers et des rois, mais celles des étoiles et des chiffres cachés dans les livres. Il savait que sa vie touchait à sa fin. Son corps était utilisé par l'exil, mais son esprit était vif. Il avait accompli sa mission. Les livres étaient là, invisibles pour l'ennemi, préservés pour l'avenir. Mais une crainte persistante, qui prendrait la relève? Qui aurait la patience de garder le silence? Il regardait longuement son fils, Moussa, un garçon aux yeux vifs mais attiré par l'arc et la chasse. Le défi était de taille. Le vieux Kofi s'éteignait une nuit d'hivernage, alors que la pluie battait les falaises.
Il ne laissa pas d'or, pas de bijoux. Il laissa à son fils, Moussa, un bien plus encombrant, la charge de gardien. Moussa était un homme simple, un cultivateur de mil. Il ne savait pas lire aussi bien que son père. Les textes complexes d'astronomie étaient pour lui des mystères. Mais il avait la mémoire de son père dans le sang. Il comprit vite que le plus grand ennemi n'était plus l'armée marocaine, c'était le temps. Un jour, en inspectant une jarre, il découvrit avec horreur que l'humidité avait taché le bord d'un parchemin. Une partie de l'encre s'était effacée. Moussa pleure de rage. Il réalise que cacher les livres ne suffisait pas. Il fallait les soigner, les aérer, les protéger de la chaleur et de l'eau. Il réunit les anciens du village. Il fallait trouver une meilleure solution. Les grottes n'étaient qu'un refuge temporaire. Le savoir avait besoin d'une maison. Moussa prit alors une décision qui allait changer le destin de sa famille pour les siècles à venir. Moussa a pris une décision risquée. Il fallait sortir les livres des grottes et les disperser dans des maisons, là où l'air serait plus sec, mais où le risque d'être découvert était grand. Ce fut le deuxième voyage. Cette fois, pas de fuite éperdue dans la nuit, mais un patient travail de fourmi. Des centaines de manuscrits furent sortis des falaises et cachés dans des sacs de jute, mélangés à des dattes séchées ou du tabac, pour tromper les voleurs éventuels. Moussa a parcouru les villages le long du fleuve, confiant des paquets à des familles de confiance. « Gardez ceci comme la prunelle de vos yeux, disait-il. Le jour où un homme viendra vous demander ce que savaient vos ancêtres, vous sortirez ces paquets. » C'était un pari fou. En confiant les livres à des paysans, des pêcheurs, des forgerons, il transformait tout un peuple en bibliothécaire. Le savoir n'était plus enfermé dans un palais, il coulait dans les veines du peuple, dispersé comme des graines accompagnant la pluie. 2 siècles passèrent. Le monde changea. Au loin, des navires à vapeur apparurent sur les côtes. De nouveaux hommes vinrent, non plus avec des sabres, mais avec des carnets de notes et des regards curieux. On les appelait les explorateurs. L'un d'eux, un homme à la peau pâle sale du Nord, arrive à Tombouctou. Il cherchait la ville légendaire, la cité de l'or. J'ai été déçu. Il ne vit que des maisons de banco effondrées. Il demanda où étaient les grandes bibliothèques. Les habitants, descendants de Moussa, hochèrent la tête avec indifférence. Les livres? Les morts les ont tout brûlés il y a longtemps, mentirent-ils. L'explorateur répartit, persuadé que l'Afrique avait perdu son âme. Il ne savait pas que, sous le plancher de terre de la maison où il dormait, des centaines de manuscrits dormaient paisiblement. Les gardiens avaient appris la méfiance. Ils savaient que la curiosité des étrangers pouvait être une forme de vol. Le secret était devenu une seconde nature, un réflexe de survie. Puis vint l'ère de la colonisation. Les drapeaux étrangers flottaient sur le fleuve. Une nouvelle administration s'installe, organisée, rigide. Les officiers français entendaient parler de trésors enfouis. Ils voulaient créer des musées, des bibliothèques modernes. Ils demandèrent aux chefs de village de livrer les manuscrits pour les protéger et les étudier. À Tombouctou et dans les environs, les familles se réunissent en secret. Fallait-il obéir? Certains, séduits par l'autorité des nouvelles venues, voulaient céder. Mais les gardiens, les héritiers de la mémoire de Kofi, refusèrent. Ils racontaient l'histoire de l'invasion marocaine. D'abord ils prennent les livres, ensuite ils prennent la terre, disaient-ils. Alors, sur les caches creusa de nouvelles. On mahonna des murs dans les maisons pour y glisser les caisses. On badigeonna les jarres pour qu'elles ressemblent à des récipients d'eau. Le savoir entre dans une clandestinité encore plus profonde. Il est devenu un secret de famille, transmis de père en fils au crépuscule, loin des oreilles des administrateurs. L'année 1940 fut marquée par un grand feu. Un incendie accidentel, parti d'une cuisine, se propagera dans un village du fleuve. Les toits de chaume s'embrasèrent. La panique fut totale. Les gens couraient pour sauver leurs vaches, leurs chèvres, leurs tapis. Mais dans une maison, un vieil homme nommé Issa ne chercha pas ses biens. Il courut vers le mur de sa chambre. Avec ses mains nues, il arracha les briques de banco, ignorant la fumée qui lui brûlait les poumons. Il sort une caisse en bois vermoulu. Il cria à ses fils d'attraper les livres. Ensemble, sous les flammes qui crépitaient, ils jetèrent les manuscrits dans le puits vide de la cour, les couvrant de terre humide pour les protéger de la chaleur. Le feu détruisit la maison, réduisit le toit en cendres. Issa perdit tout. Sa récolte, ses vêtements, son argent.
Mais le lendemain, en fouillant les cendres, sur le vis-sourire. Il tenait dans ses mains un traité de médecine intact. Il avait prouvé une fois de plus que la vie d'un homme se reconstruisait, mais qu'un livre perdu est un monde qui s'éteint. Les années 1960 sonnèrent l'heure de l'indépendance. Les drapeaux étrangers partent. Les nouveaux dirigeants, souvent formés dans des écoles occidentales, arrivèrent avec des idées modernes. On parle de développement, de béton, d'usines. Pour beaucoup de ces jeunes élites, les vieux manuscrits n'étaient que des reliques du passé, des textes religieux obsolètes qui n'avaient pas leur place dans le monde moderne. Les gardiens se retrouvèrent isolés. On les traitait parfois de passéistes, d'hommes qui regardaient en arrière. Les bibliothèques familiales restaient cachées, ignorées des nouveaux ministères de la culture. C'était une période étrange, l'Afrique cherchait son avenir, mais beaucoup avaient oublié que l'avenir se construisait sur les fondations du passé. Pourtant, dans l'ombre, les familles continuaient de transmettre les clés. Ne les vendez pas, disait-il. Un jour, le monde comprendra que l'ignorance est le seul véritable ennemi. Ils attendaient leur heure, des patients comme le baobab qui attend la pluie. L'aube du XXIe siècle apporte une lumière nouvelle. Des chercheurs du monde entier commencent à s'intéresser à ces légendes de bibliothèques cachées. Des projets de sauvegarde furent lancés. Des ONG vinrent avec des scanners et des climatiseurs pour tenter de numériser les trésors. Les gardiens furent confrontés à un dilemme, ouvrir leurs portes au monde ou garder le secret. La méfiance était tenace. Fallait-il montrer ces bijoux à l'humanité? Des réunions eurent lieu dans les cours intérieures. Les patriarches débattirent. Certains refusèrent, craignant une nouvelle forme de pillage intellectuel. D'autres acceptèrent, pensant que le savoir devait être partagé pour ne pas mourir. C'est ainsi que le monde découvre, ébloui, l'incroyable richesse de ces textes. On trouva des traités sur l'art de gouverner, des recettes médicales contre le paludisme, des poèmes d'amour. Le monde comprit alors que l'Afrique n'avait pas attendu l'arrivée des colons pour écrire son histoire. Elle l'avait écrite depuis des siècles, à l'encre noire, sur du papier importé. Mais l'histoire, hélas, est un éternel recommencement. En 2012, une nouvelle nuit tomba sur le Mali. Des groupes armés extrémistes entrèrent dans Tombouctou. Comme les soldats marocains 4 siècles plus tôt, ils voulaient détruire. Ils visaient les mausolées des saints, les symboles de la culture. Ils menaçaient de brûler les manuscrits qu'ils jugeaient impies. C'était le pire cauchemar des gardiens. L'écho de Kofi résonne de nouveau. Une opération de récupération exceptionnelle se mit en place, dirigée par un bibliothécaire moderne, descendant spirituel de Kofi. Des centaines de milliers de manuscrits furent sortis de la ville en secret. La nuit, dans des pirogues, à dos d'âne, dans des caisses de légumes, les livres traversèrent le fleuve pour rejoindre la capitale, Bamako. Ce fut un exode héroïque, une course contre la montre et la haine. Les extrémistes n'ont rien trouvé d'autre que des murs vides. La mémoire de l'Afrique avait fui une fois de plus, agile et insaisissable, prouvant que l'esprit est plus rapide que la violence. Aujourd'hui, dans des chambres climatisées à Bamako ou dans des bibliothèques restaurées de Tombouctou, les manuscrits reposent enfin. Ils sont les vétérans d'une guerre longue de 5 siècles. Ils ont survécu aux flammes, à l'eau, à l'oubli et à la terreur. Ils sont là, témoins silencieux de la résilience d'un peuple. Kofi, Moussa, Issa, et tous les autres gardiens ne sont plus de ce monde, mais leur victoire est totale. Ils ont prouvé qu'un peuple qui connaît son histoire est invincible. Le manuscrit que vous tenez entre vos mains, ou le livre audio que vous écoutez, en est le fruit. C'est à vous maintenant de porter cette flamme. Car l'histoire ne s'arrête jamais vraiment. Elle attend juste une nouvelle main, une nouvelle voix pour se révéler. L'Afrique a parlé, à vous d'écouter. L'Afrique a écrit, à vous de lire. Merci d'avoir voyagé à travers le temps avec nous. Le livre du monde reste ouvert, et c'est à vous d'en tourner les pages.